France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ma très chère fille, Sévigné en correspondance longue distance avec sa fille, la comtesse de Grignan. Mais quelle drôle d'idée a-t-elle eu cette fille-là de quitter Paris et sa maman pour suivre son mari dans le sud de la France. De là est née une magnifique correspondance, fleuron de notre littérature, chef-d'œuvre épistolaire et document sublime pour saisir les relations de famille, les liens entre une mère et sa fille dans la haute aristocratie de la France du grand siècle. Ma très chère fille, signée Sévigné. Où est née la petite demoiselle? Chez nous, monsieur le conseiller, en notre hôtel de la Place Royale. Le lendemain, elle fut baptisée en l'église Saint-Louis des Jésuites. Le cours de l'histoire. À lire ce qu'on dit de cette femme célèbre, on croirait que tout son pouvoir d'aimer s'est concentré dans cet amour pour sa fille. Dès les premières lettres, elle parle d'une si terrible absence. Elle croit mourir, mais je vivrai pour vous aimer. Nathalie Fredel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université Wilfrid Laurier au Canada. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages consacrés à Madame de Sévigné. Sévigné dans le cercle des femmes notamment, avec ici cette relation intime entre Madame de Sévigné et sa fille. On peut le dire tout de suite, quand on évoque l'œuvre de Madame de Sévigné, autrement dit sa correspondance, on parle beaucoup de sa fille. Ça c'est omniprésent. Je pense que c'est la relation première qui est faite entre les correspondances. Absolument, parfois un peu trop même, parce que quand on peut regretter aussi que ce soit la seule chose qui reste, mais c'est vrai qu'à première lecture, quand on ouvre ce texte, cette correspondance, que ce soit dans les œuvres complètes ou dans des choix de lettres, c'est la première chose qui frappe. C'est sûr qu'on est frappé par cette relation, par son intensité apparente dont on va discuter aujourd'hui. Mais on peut dire tout de suite qu'il y a quand même un biais qui est que Sévigné n'a pas écrit que des lettres à sa fille. Ce sont l'essentiel des lettres conservées. Donc, elle a écrit des lettres avant le départ de sa fille pour la Provence. Donc, elle ne découvre pas l'épistolaire en 1671. Cécile Lignereux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature française d'Ancien Régime à l'université Grenoble-Alpes. Dans cette évocation de Madame de Sévigné et de sa correspondance, c'est vrai que l'on peut regretter un regard trop porté sur la correspondance avec sa fille, parce que la correspondance est multiple, il faut le dire et le redire sans cesse. Nous connaissons de Madame de Sévigné que les lettres qui ont été conservées, mais ne regarder que les lettres à sa fille, donnent un biais pour la compréhension de Madame de Sévigné. Il faut la replacer dans un contexte plus large d'écriture et de correspondance, cet art épistolaire du XVIIe siècle. Oui, depuis quelques années, on a beaucoup écrit sur cet amour possessif, toxique, pathologique. Et c'est effectivement un biais qui occulte un certain nombre de formes ritualisées, d'usages ordinaires, codifiés. Oui, parce qu'il y a un art épistolaire, c'est-à-dire que Madame de Sévigné s'inscrit dans quelque chose qui existe en son temps. Elle n'est pas la seule à écrire des lettres à ce moment-là. C'est aussi ça qu'on peut peut-être rappeler. Dans son milieu, tout le monde écrit beaucoup, avec plaisir et très bien. Et d'ailleurs, les amis de Madame de Sévigné, Madame de Lavardin, Madame de Latroche, etc., sont des épistolières réputées de leur temps. Nathalie Fredel, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, a-t-on les réponses de la fille de Madame de Sévigné à sa maman ? Alors non, les réponses n'ont pas été conservées. Elles ont été détruites, comme nombre en fait de correspondances de femmes de cette époque, et c'était souvent leur propre volonté de ne pas laisser ces traces c'était des papiers de famille. En fait, il y avait des secrets, il y avait des choses qu'elles n'avaient pas envie qui soient transmises à la postérité. Donc les lettres ont été détruites. Néanmoins, en lisant les lettres de Sévigné, on entend les lettres de Françoise de Grignan. Donc, étant donné qu'une partie de la lettre est une réponse, en fait, on peut entendre tout de même ce dialogue que ces deux femmes avaient entre elles. Pour qui n'aurait pas lu des lettres de Madame de Sévigné, pas de bol quand même, il faut y aller parce que c'est absolument magnifique. Cécile Lignereux, elles ressemblent à quoi ces lettres ? Ce sont des lettres très très longues, ce sont quelques mots, ce sont des lettres écrites en un seul jet comme ça, un soir à la lumière de la bougie, écrites au fur et à mesure. Ce sont des textes qui me paraissent globalement longs. En tout cas, si moi je prends une plume et je veux en recopier une, ça me prend du temps.
Le mot qui résume le mieux ces lettres, c'est sans doute la variété. À l'intérieur même d'une lettre, on a des sortes de chapitres, de rubriques. Et Madame de Sévigné passe d'un sujet à l'autre sur le mode de la conversation familière. Elle peut passer d'anecdotes à des confidences, d'aveux sentimentaux à des nouvelles qui concernent la cour. Tous les registres se mêlent, toute la vie fait irruption, et tout cela dans le cadre d'une sociabilité dominée par une exigence de légèreté, d'allégresse, d'aisance. Oui, il faut que ce soit tout fluide, tout limpide. Sait-on d'ailleurs, dans la construction de ces lettres, s'il y a un brouillon? Vous parlez d'une sorte de conversation, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est écrit au fil de la plume. Oui, exactement. La grande métaphore pour désigner l'entretien épistolaire, c'est la conversation des absents. Et ces lettres sont rédigées au fil de la plume, à un rythme rapide, et tout dépend des rythmes de la poste. Roger Duchesne a pu dire que les lettres à Madame de Grignan sont filles de la poste. Exactement, mère et fille bénéficient d'une réorganisation et d'une amélioration du système postal. Au début de la relation, Madame de Sévigné envoie 2 lettres par semaine, puis 3. Et la fille répond à chaque courrier. Lorsque le courrier part, il faut terminer la lettre à la hâte. Le débit s'accélère, l'écriture... Merci la Poste. À propos des brouillons, c'est vraiment une question intéressante parce que si vous voyez un autographe de Sévigné, donc la lettre originale, vous voyez qu'effectivement il y a très peu de repentir, très peu de ratures, que la lettre l'écriture remplit toute la page, souvent avec une ligne qui se penche en fin pour utiliser vraiment tout le papier, et elle ne prend pas copie de ses lettres. Il y a vraiment, alors que certaines épistolières le font et prennent aussi copie des lettres reçues, elle ne le fait pas. C'est vraiment une écriture au fil de la plume. Avec un papier particulier, c'est-à-dire que dans les manuscrits que nous avons pu conserver, en tout cas les originaux de ces lettres, et nous savons combien il en manque, hélas. Il y a ici l'idée de quelque chose de très harmonieux. Pour le dire autrement, est-ce que c'est un moment précieux d'écrire une lettre? Est-ce que on prend le beau papier? Est-ce que c'est une cérémonie? Non, alors pour Sévigné, absolument pas. Elle en parle du format du papier parce que c'est vrai que quand on écrit une lettre officielle au XVIIe siècle, souvent on choisit un grand format. C'est la lettre sévignienne, c'est pas non plus le minuscule format des lettres de Madame de Coulanges dont elle se plaint, mais c'est un petit format et le papier coûte cher. Donc non, c'est pas luxueux. On essaye de réduire les frais au maximum. Cécile Lignereux. Comme dit Madame de Sévigné, on écrit sans s'en faire une affaire. Et d'ailleurs, elle recommande à sa fille, donc accablée de courriers en tant que comtesse de Grignan, d'écrire moins et de passer moins d'heures à son écritoire. Mais c'est des heures chaque jour pour la comtesse en Provence. Au moins 3 heures par jour d'écriture à son écritoire. C'est un geste banal. Oui, alors là, absolument, et c'est important, c'est un travail. En fait, l'épistolaire pour ces femmes, ça fait partie de leur devoir. Et donc, cette écriture, c'est pas toujours du plaisir. Il faut envoyer une lettre de condoléances, une lettre de remerciement. Il y a toute cette civilité épistolaire qui est en fait à charge souvent des femmes, et c'est un travail. Et Madame de Sévigné cultive les antithèses entre les commerces dont elle est accablée ou assommée, lorsqu'elle reçoit notamment des grandes nouvelles de l'Europe. Antithèse entre ces commerces et le plaisir qu'elle prend à écrire à sa fille, par pur plaisir justement. Et c'est ça aussi qui donne ce charme particulier aux lettres de Madame de Sévigné. C'est cette grande variété, ce plaisir. Vous venez de l'évoquer parce que le plaisir que nous ressentons à la lecture est en écho au plaisir qu'elle a pu prendre au moment d'écrire ses lettres, même si il y a tant de séparation et cette distance qui est douloureuse pour Madame de Sévigné. Alors Madame de Sévigné donc a une fille, Françoise. C'est le mari qui... j'allais dire est muté, le mot est complètement inadapté, et devient gouverneur, lieutenant du roi en Provence. Alors oui, il n'est pas gouverneur, il est lieutenant général en Provence, mais le gouverneur ne joue pas vraiment son rôle. Donc en fait, c'est vraiment lui qui est
en gros l'équivalent du préfet, quoi, de cette région. C'est une lourde responsabilité. Et c'est pour ça que la fille de Madame de Sévigné le suit. Donc, elle, comtesse de Grignan, suit son époux, le comte de Grignan. Oui, absolument. Bon, comme c'était souvent le cas pour les femmes au moment du mariage, le mariage pour les femmes de la noblesse correspondait souvent à un exil. Donc, elles partaient sur les terres, en fait, sur les terres familiales, sur le fief. Et bon, il y en avait qui y restaient et d'autres qui ne s'y plaisaient pas forcément, comme ce fut le cas de Madame de Lafayette, par exemple, qui, bon, l'Auvergne, pour elle, c'était vraiment pas son truc. Mais voilà, oui, c'est un peu le destin des femmes de la noblesse. Cécile Lignereux, comment cela apparaît dans les lettres de Madame de Sévigné, cette séparation, ce déchirement ? Alors, le malentendu peut-être de départ, c'est que Madame de Sévigné pense que sa fille va rester avec elle à Paris, ou du moins va aller à Grignan, mais va revenir. Tout au long de la correspondance avec Madame de Grignan, Madame de Sévigné s'inquiète pour les difficultés de sa fille qui se retrouve avec son mari à la tête d'une grande famille, la famille de Grignan. Et sa fille prend très à cœur son rôle de comtesse. Elle doit lutter contre le déclin financier de cette famille, contre les intrigues, toutes les luttes visant à conserver leur suprématie sur d'autres grandes familles, les conflits liés au maintien de l'autorité du comte comme représentant du roi dans la province pour conserver son rang. Et Madame de Sévigné, dans un premier temps, croit que le rôle de Madame de Grignan est à Paris pour favoriser les affaires du comte. Ah oui, parce que ce serait complètement logique. Faut le dire, hein, Grignan, c'est costaud comme noblesse quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est un beau mariage. Alors, costaud comme noblesse, mais faiblard comme fortune. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, elle a fait faire à sa fille quand même un beau mariage. C'est une grande famille, donc de la noblesse d'épée, avec un prestige, donc ce château magnifique, mais effectivement qui est endetté dès le départ. Et donc pour le comte de Grignan, la fille de Sévigné est sa troisième épouse. Et le problème économique des Grignan vient des mariages précédents, en fait. C'est-à-dire que le comte est débiteur des filles du premier mariage, qui sont une fille de... son premier mariage, c'est une fille de la marquise de Rambouillet. Et donc, il y a un tuteur et il doit la dot qu'il a évidemment déjà dépensée de sa première épouse. Donc oui, il y a des gros problèmes financiers qui s'aggravent avec le temps, au point que la petite fille de Sévigné, Pauline de Simiane, devra tout vendre, en fait, pour solder les dettes. Nathalie Fredel, vous nous avez expliqué que écrire pendant plusieurs heures par jour fait partie du métier. Être femme au XVIIe siècle et longtemps après encore, c'est le métier. Ce que vous évoquez là aussi, les questions financières, la tenue de la maison, c'est un métier à plein temps. Il y a des tâches à faire toute la journée. Absolument. Alors là, il faut se remettre dans le contexte de cette famille noble, de ce qu'on appelle la maison noble dans l'Ancien Régime, dans laquelle les femmes jouent un rôle absolument essentiel dans le projet politique familial. Un rôle politique, donc il faut entretenir des alliances, un rôle économique, donc de premier ordre. C'est évidemment le cas de Sévigné puisqu'elle est veuve, mais c'est aussi le cas de sa fille. Et donc dans cette relation, il y a aussi tout ce contexte dynastique, politique, économique de la famille qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que le rôle maternel tel qu'on le conçoit à ce moment-là, bon, il y a une part d'affectivité à l'évidence, mais il y a aussi tous ces enjeux qui sont ceux de la maison noble et bon, qui nous viennent pas forcément à l'esprit. Donc nous, ce qui nous frappe d'emblée, c'est le discours affectif, mais en fait tous ces enjeux sont essentiels. Avec cette lecture des lettres de Madame de Sévigné, Cécile Lignereux, le piège serait d'y appliquer, mais c'est ce que nous faisons naturellement, notre représentation du moment sur ce temps passé, alors qu'il y a quand même un décalage qui nous échappe d'ailleurs, et c'est là où l'étude précise nous permet de resituer ces lettres en leur temps.
Effectivement, à l'heure actuelle, un certain nombre de films, d'articles et de documentaires consacrés à la relation entre Madame de Sévigné et sa fille véhiculent l'image d'une mère possessive, toxique, l'image d'une fille sous emprise, une mère tyrannique, abusive. En réalité, nous avons là tendance à plaquer des schémas, des grilles de lecture qui ne sont pas pertinentes pour l'époque. Et dans l'appréciation de la tendresse que la marquise cultive à l'égard de sa fille, l'ignorance des règles de politesse et des codes de l'amitié propres à leur époque est à l'origine de contresens, d'anachronisme. Si l'on réduit trop vite les lettres écrites à Madame de Grignan à la passion d'une mère abusive, on commet des erreurs de perspective. Quand on confronte la correspondance de Madame de Sévigné aux traités de savoir-vivre, aux ouvrages de morale, aux manuels d'art épistolaire, on constate que l'expression des sentiments maternels s'ancre dans des représentations et des pratiques collectives courantes. Oui, c'est ça. Ce sont des lettres qui correspondent au fonctionnement de ce monde social-là particulier en leur temps, parce que nous, on est sensible à certaines choses, mais ces gens-là l'étaient à d'autres choses. Oui, absolument. Il y a toute une grammaire sociale qui nous échappe, en fait. Et d'où d'où cet écueil interprétatif, en fait. Et chaque époque y a mis du sien, c'est-à-dire qu'on voit qu'au XVIIIe siècle, ce qu'on retient, c'est la mère pélican. Ça, c'est assez drôle, il y a des représentations de Sévigné en mère pélican qui se sacrifie pour ses enfants. Au XIXe siècle, au contraire, on va retenir le modèle moral, le modèle de vertu, parce qu'on veut en faire une utilisation pédagogique. Et puis, à notre époque, c'est devenu la mère toxique. Ouais, c'est ça, la mère toxique, ce que vous évoquiez. Alors, on va l'illustrer, cette mère toxique, avec une lettre de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan. Nous étions le 1er avril 1671. Cécile Lignereux, je vous aime plus que moi-même, dit-elle. Mais c'est vrai que le lien entre la mère et la fille est d'une telle intensité. Oui, ça peut être toxique. En réalité, l'art d'aimer cultivé par Madame de Sévigné nous échappe en partie si l'on oublie qu'elle est largement tributaire, cette manière d'aimer, des raffinements sentimentaux promus dans le sillage de la galanterie en général et de l'art d'aimer propre à la tendre amitié en particulier, tel qu'il est illustré par la célèbre carte de tendre de Madeleine de Scudéry. Et le lien qu'institue la marquise avec sa fille se situe à l'opposé d'une improvisation sentimentale. Il repose au contraire sur l'intériorisation parfaitement maîtrisée d'un code de comportement affectif. La marquise veut polir et raffiner tout ce qui viendrait perturber un mode de relation idéal, pensé comme cette tendresse, définie par Mademoiselle de Scudéry comme une certaine sensibilité de cœur. Nathalie Fredel, tout cela, on est bien d'accord, c'est intégré. Alors c'est pensé aussi, sans doute, parce que ces femmes lisent les autres femmes. Je pense à Madame de Sévigné qui lit Mademoiselle de Scudéry. Alors oui, donc bien sûr, il y a ce modèle tendre qui est comme un substrat de ce type de discours. Mais ce qu'on comprend surtout en écoutant ça, c'est que Sévigné est une écrivaine. C'est-à-dire que il faut le faire quand même. Si on prend ça dans le détail, on a quand même une écriture extraordinaire. On entend 2 lignes de Sévigné et on sait que c'est Sévigné. Et ces images, par exemple, écumer votre cœur, c'est typique de Sévigné parce que écumer, c'est une image qui vient de la cuisine. C'est très trivial, en fait. Comme elle lui disait qu'elle écumait sa chambre des visiteurs importuns. Donc, ça, c'est ce genre de trouvailles. Donc, ce qui prime quand j'entends ça, pour moi, c'est l'écriture. Ouais, c'est l'écriture avant la relation. Et d'ailleurs, parmi vos ouvrages, Nathalie Fredel, il y a la préface que vous avez pu donner à cette édition chez Folio des lettres de l'année 1671, dont la première de ce volume est d'anthologie, tellement où elle annonce le mariage de Mademoiselle Petite-Fille du roi Henri IV avec Lauzun. Et alors, dès lors, cette lettre de décembre 1670, c'est de l'anthologie, c'est-à-dire que elle met je ne sais combien de lignes avant d'annoncer la nouvelle, mais dès le début, elle crée du suspense, mais qui donne la lettre merveilleuse à lire. Oui, absolument. On a vraiment un don d'écriture. Si vous voulez, par exemple, le thème des relations entre parents-enfants. On trouve ça dans d'autres correspondances. Toutes ces expressions
affective, c'est de tendresse. En fait, c'est assez topique. On voit ça partout, mais ce qu'on ne voit pas, c'est ces envolées lyriques dont elle est capable ici, ou alors dans la lettre que vous citez, un véritable morceau d'anthologie. Elle prend un événement, une nouvelle, et elle en fait un scoop. Donc oui, on a affaire à une écrivaine avant tout. On peut la comparer à d'autres correspondances familiales et il y a quelque chose de plus chez Sévigné. Et dans les textes du XVIIe siècle, effectivement, on va retrouver des choses en lien avec Madame de Sévigné, par exemple chez Madame de Lafayette. De Madame de Lafayette, nous avons ici toute une réflexion aussi sur l'éducation, Nathalie Fredel, parce que c'est cela aussi. Qu'est-ce que l'on fait de ses propres enfants dans ce monde que nous évoquons depuis tout à l'heure, où les relations ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui? Absolument. Et là, donc, c'est intéressant d'entendre ça, parce que effectivement, comme vous le disiez, il y a un rapprochement possible qui est ce rôle de la mère au moment où la fille est dans cette situation de grande vulnérabilité, donc avant le mariage ou juste après le mariage, et où le devoir de la mère, c'est un devoir de préparation. En fait, il y a tout un travail et d'accompagnement également qui est présent chez Sévigné. C'est-à-dire que sa fille se marie, elle n'est plus sous sa tutelle, elle est à présent sous la tutelle de son mari, et pourtant là, elle poursuit cet accompagnement parce qu'elle sait qu'elle se trouve à ce moment-là dans il va y avoir elle a cette mission procréative et qu'elle est à présent dans un autre mode, et donc il y a ce rôle maternel décisif à ce moment-là. Cécile Lignereux. Et c'est dans cette perspective que Madame de Sévigné abreuve sa fille de conseils. Alors, on a pu dire qu'elle était autoritaire, qu'elle s'immisçait dans l'intimité de sa fille, qu'elle était tyrannique. En réalité, c'est son devoir de mère que de prodiguer des conseils en matière d'économie, en matière de santé, en matière d'éducation des petits-enfants. Et c'est quelque chose d'attendu. Ça fait partie des prérogatives maternelles, surtout lorsque l'on veut appliquer une manière d'aimer parfaitement conforme à l'idéal de la tendresse. C'est-à-dire que Madame de Sévigné ou Sévigné, parce que j'entends bien Nathalie Fredel, vous dites Sévigné parce que c'est vrai qu'on dit pas Monsieur de Molière, hein. On dit Molière, on dit Racine. Absolument, Donc pour on les dit La Rochefoucauld. La Rochefoucauld. Oui. Donc il y a que Madame de Lafayette pour éviter la confusion peut-être. Où on va... Moi, je dis Lafayette également. En fait, simplement parce que elles sont devenues pour nous des autrices. Donc Sévigné, qui ait eu une intention ou pas de publication, pour nous à présent, c'est une autrice, c'est une écrivaine, et donc je dis Sévigné pour désigner l'écrivaine. Et vous avez raison. Et donc Sévigné, quand elle écrit à sa fille en donnant des conseils, elle correspond aux attentes du moment dans cette société-là. Il n'y a pas de problème. Sauf que elle a du talent. Elle est écrivaine. Et c'est en cela qu'on va trouver une différence avec ce qui a pu exister sans doute un peu partout des correspondances, dont certaines ont été perdues ou d'autres ont été conservées, mais non pas la qualité littéraire des correspondances de Madame de Sévigné. Oui, par exemple, j'ai étudié cette correspondance familiale dans la famille Orange-Nassau. Les femmes, sur plusieurs générations, s'écrivent de mère en fille, s'écrivent entre sœurs, et notamment au moment des grossesses, des naissances, échangent des conseils, échangent des stratégies, des pratiques en fait. Et donc c'est ça fait partie des usages. Simplement, encore une fois, quand Sévigné s'y met, ça donne autre chose parce que également avec sa fille et avec ses enfants, elle a une relation de connivence également autour de la littérature. En fait, la littérature fait partie véritablement de la culture familiale. Ils ont ce savoir en commun et ce goût en commun des lettres. Et par conséquent, même quand elle prodigue des conseils sur la santé ou sur l'éducation, la littérature est partout. En gros, elle transforme tout ce qu'elle touche en littérature. C'est magique.
la virtuosité, l'inventivité du style de Madame de Sévigné résulte effectivement de toute une conjonction de facteurs. Son éducation dans un milieu aristocratique privilégié, sa fréquentation des salons, son goût pour la conversation, son milieu, la qualité de ses correspondants. Puisque dans le milieu de Madame de Sévigné, toute la sociabilité est dominée par une exigence de légèreté, de virtuosité, de facilité. Et tous les correspondants aiment pratiquer ces variations, ces détournements, cet art de la trouvaille ingénieuse. Sous sa plume, les pratiques de sociabilité deviennent autant de ressources pour le badinage. Alors qu'il s'agisse de banales offres de services, elle fait des envois à sa fille, les éventails, les chaussures, les partitions, les étoffes, tout y passe. Elle lui fait des compliments de condoléances lorsque Madame de Grignan éprouve des douleurs, des pertes, des drames. Elle lui donne des conseils, mais tout cela est comme nimbé d'un art du badinage qui est celui de son milieu. Conseil de Sévigné à sa fille à propos de l'éducation des enfants. À Madame de Grignan. À Paris, mercredi 6 mai 1676. Je veux vous parler du petit marquis. Je vous prie que sa timidité ne vous donne aucun chagrin. Ce sont des enfances, et en croissant, au lieu de craindre les loups-garous, ils craignent le blâme. Ils craignent de n'être pas estimés autant que les autres, et c'est assez pour les rendre braves et pour les faire tuer 1000 fois. Ne vous impatientez donc point. Pour sa taille, c'est une autre affaire. On vous conseille de lui donner des chausses pour voir plus clair à ses jambes. Il faut savoir si ce côté plus petit ne prend point de nourriture. Il faut qu'il agisse et qu'il se dénoue. Il faut lui mettre un petit corps un peu dur qui lui tienne la taille. On me doit envoyer des instructions que je vous enverrai. Ce serait une belle chose qu'il y eût un Grignan qui n'eût pas la taille belle. Vous souvient-il comme il était joli dans ce maillot ? Je ne suis pas moins en peine que vous de ce changement. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Lou Rousselet, notre Sévigné, qui lisait cette lettre à Madame de Grignan du 6 mai 1676. Nathalie Fredel, ici, c'est très concret, les conseils donnés pour l'éducation des enfants. Juste, je me permets quand même un étonnement, parce que Madame de Sévigné est née en 1626. Elle a perdu très vite ses deux parents. Et puis, il y a eu toute une discussion pour la placer ou non au couvent. Oui, non, ce sera non. Youpi, elle a pu poursuivre sa vie et donc écrire. Et elle-même a placé sa fille au couvent. C'est un paradoxe quand même, ça. Alors, Françoise Marguerite n'a fait qu'un passage très rapide chez les visitandines de Nantes. En fait, Sévigné, en faisant ça, elle fait ce que probablement on lui conseille de faire et ce qu'elle pense que elle doit faire en tant que pour que ça c'est ce qui se fait, c'est la convention. Et puis tout d'un coup, elle réalise que non, ça va pas et elle reprend sa fille et elle l'a pour sûr éduquée auprès d'elle. Et ensuite pour ses petits enfants, alors là il y a vraiment tout un combat de Sévigné pour que les petites filles ne soient pas. Alors l'aînée est placée directement au couvent dès la naissance du garçon, ça c'est classique. Mais par contre pour la cadette, donc Sévigné se bat pour qu'elle ne soit pas envoyée au couvent. Dans le passage qu'on vient d'entendre, vous avez raison de dire que c'est très concret. En fait, on a des éléments qui sont assez extraordinaires pour comprendre ces soins aux tout petits qui incombaient aux femmes. Donc c'est cette manière de soigner, de protéger la toute petite enfance, elle était absolument dévolue aux femmes. Et là, on entend que il y a une inquiétude autour de la taille de l'enfant. Et donc, il est question du maillot, c'est-à-dire de la manière d'emmailloter les nouveau-nés. Et donc, oui, tant qu'il était dans son maillot, il était bien droit. Et puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit que non, il est peut-être un peu tordu. Alors, elle lui conseille de lui mettre des choses. Et là, on entend que le petit garçon est en robe jusqu'à sa 5e, 6e année. Alors là, il faut lui mettre un pantalon pour voir un petit peu la situation. Et puis, de lui mettre également un petit corps, c'est-à-dire un corset, pour s'assurer qu'il ait la taille bien droite. Donc là, on a vraiment des éléments très concrets, en fait, de ces techniques, ces stratégies
des soins aux tout petits. Cécile Lignot. Lorsque Madame de Sévigné parle à Madame de Grignan des soins apportés à ses enfants, elle réagit d'abord en tant que mère de la comtesse de Grignan, plus en tant que mère que grand-mère. Madame de Sévigné le dit d'ailleurs elle-même. C'est-à-dire qu'elle veut partager les inquiétudes et les préoccupations maternelles de Madame de Grignan. Elle veut l'aider, la soutenir, effectivement faire circuler alors les conseils d'amis, de voisines, de nourrices, de sages-femmes, de belles-filles. Et les recommandations sont effectivement très concrètes. Donc ça va de, par exemple, une paire de chaussures, une technique pour habiller les enfants, à des livres à faire lire à la jeune Pauline. Pauline, elle, après un passage au couvent d'Aubenas, comme effectivement toutes les petites filles, on sort à 14 ans. Et à partir de là, Madame de Sévigné guide Madame de Grignan. Et elle voudrait, en quelque sorte, pour l'éducation de Pauline, elle voudrait que cette éducation soit calquée sur celle dont elle a bénéficié chez les Coulanges, à base de langue vivante, lecture de romans, conversation, danse, équitation, musique. Coulanges, c'est du côté maternel de Sévigné, avec ici un univers très ouvert, on l'entend bien, et beaucoup de rire et beaucoup de vie. C'est toute la réflexion que l'on peut avoir ici sur le public et le privé, mais ça tombe bien, Nathalie Fredel, vous êtes l'autrice de La conquête de l'intime, public et privé, dans la correspondance de Madame de Sévigné, c'est chez Honoré Champion. Ce public et ce privé ici, c'est toute la réflexion que l'on peut avoir autour des lettres, car elles sont adressées, et nous parlons bien des lettres à la comtesse de Grignan, à sa fille. Elles sont adressées à une personne, mais elles permettent aussi de faire circuler l'information, parce que avec ces conseils, par exemple, pour l'éducation des enfants, la manière d'emmailloter un petit gamin, éviter qu'il soit tordu, on imagine bien que la fille, Françoise, peut elle aussi donner l'information. Et c'est ainsi que, par ces correspondances, tout un réseau secret, un réseau particulièrement féminin, tel que je l'entends ici. Oui, alors particulièrement féminin, parce que toutes les questions d'éducation, encore une fois, de la prime éducation, donc incombe aux femmes, mais vous avez raison de dire que donc cette relation qu'on présente souvent comme exclusive entre une mère et sa fille ne tient pas à partir du moment où on replace, donc on se replace dans le mode de fonctionnement de l'épistolaire à cette époque, qui est, oui, ça n'est pas privé, la correspondance. Donc les lettres circulent, souvent d'ailleurs Sévigné joint à ces lettres d'autres lettres, elle fait son paquet, elle joint d'autres lettres qu'elle a reçues, donc on peut réadresser une lettre. Et puis, il y a des passages, elle le dit elle-même, dans les lettres à Madame de Grignan, elle peut en faire bénéficier tout son entourage. On sent qu'il y a des passages qui sont... Elle le dit elle-même, elle le signale dans la lettre. Quand elle veut pas que ce soit partagé, elle dit « je ne veux pas que cela tourne ». Donc, oui, il y a cette idée que la lettre circule, que apparaissent des destinataires secondaires, et donc on est dans un entre-deux entre le public et le privé. Vous êtes également, Nathalie Fredel, l'autrice de Sévigné dans le Cercle des femmes. Ce Cercle des femmes, il a quel sens ici? Parce que il y a aussi une lecture sociale à avoir, on le sait bien, avec les familles que nous évoquons. Sévigné, et puis Grignan, et puis toutes les autres. Nous sommes dans un univers particulier, mais cela n'empêche pas toutes les porosités qu'il peut y avoir avec d'autres univers de la société, ne serait-ce que par la domesticité. Et donc, nous sommes vraiment dans un univers ici très féminin. Et moi, j'aime beaucoup rappeler ce que vous nous disiez tout à l'heure, mais travail à plein temps, du matin au soir, on s'occupe des enfants, on écrit, on s'occupe des domestiques, on fait aussi la comptabilité beaucoup. Et pendant ce temps-là, monsieur, il fait ses petits trucs, il va à la chasse. Oui, il va à la chasse, il va à la guerre. Donc oui, en effet, et c'est d'où l'intérêt exceptionnel de cette correspondance, parce que il est vrai que ce travail des femmes,
les historiennes l'ont dit, on n'en a finalement que peu de traces, notamment donc auprès des enfants. Ce travail politique, économique au sein de la famille a laissé peu de traces. Et là, on a vraiment ce témoignage de l'implication, de l'agentivité de ces femmes qui, certes, vivaient dans une société où il y avait beaucoup de contraintes, où il y avait beaucoup de choses qu'elles ne pouvaient pas faire, mais elles étaient absolument impliquées dans la gestion familiale. Et le cercle des femmes, c'est aussi un réseau de solidarité. Donc, où on s'échange des conseils. Ça peut être des conseils. C'est pas seulement en ce qui concerne les enfants, c'est aussi des conseils politiques que dispense Sévigné beaucoup à l'égard des Grignans, des conseils économiques. Donc, il y a Sévigné se sent encore responsable de sa fille parce qu'elle sait que la mission n'est pas finie et que sa fille porte sur ses épaules cette énorme responsabilité de la maison de Grignan. Et puis d'établir à son tour ses enfants, de marier une fille, et c'est très compliqué. Il faut nouer des relations, il faut négocier. Donc, il y a une solidarité nécessaire. On ne peut pas y arriver toute seule. Oui, c'est cette question du lignage, de la race, pour utiliser le mot alors utilisé, la famille qui prend le dessus. Cécile Lignereux, d'ailleurs, il y a un biais aussi par les anthologies des lettres de Madame de Sévigné qui ont pu paraître depuis des siècles. C'est que l'aspect beaucoup plus concret a été mis de côté. C'est-à-dire que dans les anthologies, les lettres qui sont mises en avant sont souvent les lettres qui expriment la tendresse. Et celles qui nécessitent beaucoup plus de contextualisation, de précision, et souvent des notes pour savoir de qui on parle, ont été écartées. Et c'est dès lors la tendresse qui apparaît beaucoup dans ces lettres de Madame de Sévigné. Oui, et la tendresse étant présentée comme une sorte de pulsion, de mouvement irrationnel et passionnel, alors que, encore une fois, si la marquise se permet d'avouer, toujours avec des précautions et souvent des excuses, ses accès de sensibilité, c'est qu'en réalité, elle trouve dans les représentations en vigueur et les systèmes de normes préexistants de quoi les légitimer et les doter de valeur. Ce ne sont pas des pulsions pathologiques, ce sont des mouvements de sensibilité qui veulent en plus être utiles à sa fille et à ses petits-enfants. Cécile Lignereux, vous avez dirigé les rituels épistolaires 16e, 18e siècle, publiés chez Classique Garnier. Donc on entend bien ici que Madame de Sévigné s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large et qu'elle doit respecter ce qui se fait alors, des codes, et elle les respecte pas parce qu'il faut les respecter, mais sans doute aussi parce que c'est complètement intégré à son fonctionnement. Et puis dans le travail que vous avez pu mener autour de cette correspondance, il y a toujours cette idée-là, et celle qui est le biais actuel de regarder sans cesse ce biais affectif et cette toxicité. Je ne supporte plus de voir souffrir ma fille. Sa mauvaise santé fait le chagrin de ma vie. Je ne sais plus comment faire. C'est l'excès de votre affection qui indispose Madame de Grignan. Vous vous trompez. Et si je suis responsable de son mal, alors je suis la seule à pouvoir le réparer. Non. Vous devez vous en éloigner. La laisser vivre. Vous ne savez plus l'aimer. Vous en êtes juste obsédé. Tout ce qui ne la concerne pas vous est devenu invisible. Je suis là, avec vous. Certes, mais vous pleurez sur votre fille. Sachez que je vous aime assez pour espérer que vous m'aimerez encore après m'avoir entendu. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Mais vous êtes aussi la plus égarée. La plus folle. Le film Madame de Sévigné, un film d'Isabelle Brocard, sorti en 2024 avec ici Noémie Lovski, que nous avons entendu et qui nous touche tellement parce que là, alors, je ne vais pas parler de toxicité dans la relation, mais en tout cas, quelque chose d'exacerbé. C'est le trop. Est-ce que ce trop-là correspond à l'ère du temps ou est-ce que c'est nous, aujourd'hui, qui avons perdu ce petit plus ? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la relation entre la mère et la fille n'est pas idyllique, qu'elle est même orageuse, et
qu'elle est largement liée à la différence de tempérament. D'un côté, Madame de Sévigné est expansive, voire exubérante. Elle aimerait pouvoir s'épancher. De l'autre côté, sa fille est réputée secrète, voire hautaine et froide. D'ailleurs, lorsqu'elle se retrouve, souvent pour de longues périodes de cohabitation, les choses se passent mal. Il y a des désaccords, des conflits, des tensions, des disputes, des pressions, etc. Et peu à peu, Madame de Sévigné doit, dans ses lettres, trouver un juste milieu entre son désir d'épanchement et la nécessité de réfréner ses aveux de chagrin, de manque, de tristesse, mais cela est surtout lié à la personnalité de la destinataire. Oui, parce que c'est vraiment toute la question qu'on peut se poser. Est-ce que cette correspondance de Sévigné est à l'image des relations mère-fille de ce temps-là ou non, Nathalie Fredel? Alors, donc, moi, ce qui me gêne dans ce film et dans cette manière de représenter les choses, c'est d'abord un discours... c'est pas seulement réducteur, c'est vraiment un discours qui reconduit les pires caractérisations misogynes, en fait. Voilà qu'on a une femme qui, enfin, s'impose comme un canon de la littérature classique parmi les grands écrivains. Et qu'est-ce qu'on en fait au XXIe siècle? Une folle. D'accord ? Moi, c'est le terme qui me fait mal. Et là, on revient sur la manière de caricaturer dès le XVIIe siècle. C'est ce qui s'est passé dès le XVIIe siècle. Myriam Maître l'expliquait hier, de caricaturer les femmes dès qu'elles expriment une ambition intellectuelle, dès qu'elles expriment une volonté de s'immiscer dans le champ, dans la vie des idées et la vie littéraire. Vous faites référence à l'émission Sévigné, une précieuse, loin d'être ridicule dans un siècle galant. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Cécile Lignereux, vous faisiez oui de la tête au moment de dire non, on peut pas présenter aujourd'hui Sévigné de cette manière. Non, effectivement, on a là des simplifications et des caricatures, mais qui prononcent des mots très graves, effectivement. Un amour obsessionnel, tyrannique, une femme qui serait folle, dévorée d'une passion. Nombreux ont été les jugements sur ce qui est abordé comme une manière d'aimer excessive, voire pathologique. Mais dans ces jugements, on oublie que la mise en discours de la sensibilité maternelle est canalisée, est modelée en profondeur par des modèles qui sont alors valorisants. Aimer l'autre plus que soi, vouloir lui rendre de grands services et de petits soins, préférer les conversations particulières aux conversations générales, c'est le propre de la tendresse, la vraie tendresse sincère et ardente. Donc il y a là une coïncidence, une adéquation entre d'une part une personnalité, une manière d'aimer certes intense et contrariée par la distance, et d'autre part des modèles sociaux valorisés. Oui, parce que c'est vraiment cela aussi, nos représentations. C'est une chose, notre désir aussi d'y appliquer des choses. Ça, c'est un peu plus complexe. Et puis, il y a ce qui se passait au XVIIe siècle, au moment où Sévigné écrivait. Donc, cette relation mère-fille, Nathalie Fredel, exceptionnelle ou non ? Je dirais non. En fait, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est pas tant la relation mère-fille ou ce discours-là qui, donc, comme je l'ai dit, est un discours assez topique en réalité. C'est cette connivence. En fait, Sévigné a trouvé en ses enfants, parce qu'il y a une correspondance avec Charles, avec le fils également, qu'on n'a malheureusement pas conservé. Elle a trouvé dans ses enfants, parce qu'elle les a formés, parce qu'ils ont eu des lectures, ils ont été nourris à la littérature, de parfaits coépistoliers. Et ils sont en conversation. Il y a souvent d'ailleurs un trilogue qui s'instaure particulièrement au moment où Sévigné souffre d'un rhumatisme et son fils est à ses côtés au Rocher en Bretagne et lui sert de secrétaire, et là il intervient également dans les lettres, donc on assiste à un dialogue à trois.
Et on voit là que, voilà, je parlerai, en fait, ce discours affectueux, il est partout. Et Sévigné l'emploie pour ses amis. Et on le trouve dans d'autres correspondances. Par exemple, Madame de Maure s'adresse à Madame de Sablé en l'appelant Mamour. Voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est exceptionnel chez les Sévigné, mère et fils et filles, c'est cette connivence autour de références qui sont compliquées pour nous parce qu'on n'a pas ces références en tête et qui peuvent être à la fois littéraires, historiques. C'est une immense lectrice. Elle est baignée de littérature et de même ses enfants. Et par exemple, il y a toute une discussion entre Sévigné et Françoise de Grignan autour du cartésianisme. Parce que Grignan est une admiratrice de Descartes et Sévigné, ça la laisse pas mal indifférente. Cécile Lignereux. Et cela, Madame de Sévigné en est d'ailleurs consciente, puisque elle évoque souvent des correspondances entre des sœurs, entre des cousines, ou même entre mère et fille. Et elle cite notamment la correspondance prolixe et assidue, qu'on a hélas perdue, entre Madame de Soubise et sa mère, et la princesse de Tarente également. Mais elle a conscience que ces correspondances mère-fille ne sont pas à la hauteur du commerce qu'elle a la chance d'entretenir avec sa fille. Avec sa fille et donc avec son fils, parce qu'il y a Françoise, comtesse de Grignan, et puis il y a Charles. À lire ce qu'on dit de cette femme célèbre, on croirait que tout son pouvoir d'aimer s'est concentré dans cet amour pour sa fille, si ardent que l'absence ne faisait que l'enflammer encore, et que dans la présence, son excès même, se heurtant à une âme réservée, le rendait incommode et devenait pour Madame de Sévigné la source de 1000 blessures, comme il arrive chaque fois que dans un couple, quel qu'il soit, l'un des deux passe les normes des affections communes. Mais les rapports qu'elle eut avec son fils ne me paraissent pas moins remarquables. Sans doute, elle ne montre point pour lui ce débordement du sentiment qui submerge tout quand il s'agit de sa fille. Mais je crains que nous soyons injustes. Elle lui écrivait beaucoup à ce fils. Pourquoi ne nous a-t-il point conservé tant de lettres, comme sa sœur le fit si pieusement? À Bussy-Rabutin, Madame de Sévigné écrit « Je ne dis rien de mon fils, cependant je l'aime extrêmement et ses intérêts me font bien autant courir que ceux de ma fille. » Nous étions ici en 1954 avec Marie-Jeanne Dury, universitaire poétesse, qui s'exprimait sur ce fils qui n'a pas gardé les lettres, ou alors en tout cas dont on a pas su garder les lettres. Et ici, Nathalie Fredel, ça permet d'évoquer toutes ces correspondances, parce que il y a la correspondance à sa fille, la comtesse de Grignan, à son fils, on en a perdu la trace, puis il y en a d'autres, on a évoqué son cousin aussi, parce que Bussy-Rabutin, on peut pas le laisser de côté. Est-ce que toutes ces lettres ont la même tonalité? Alors, on va retrouver le style de Sévigné parce que c'est elle qui écrit, mais y a-t-il des registres différents selon les destinataires? Oui, en effet. Donc ça fait partie de l'art épistolaire. En fait, il faut s'adapter à son ou sa destinataire. Ça s'appelle l'aptum. Et donc, c'est ce que fait Sévigné. Alors, on retrouve toujours la touche Sévigné, mais par exemple, entre ces deux cousins, c'est intéressant de comparer le style entre Bussy, avec qui, là, on a souvent un peu un bras de fer, donc il faut qu'elle maintienne le cap face souvent aux picoteries, au mieux aux picoteries, au pire aux agressions de Bussy, et c'est toujours aussi un débat. Et puis avec son autre cousin Coulanges, alors là c'est un autre style, parce que Coulanges, c'est un rigolo en fait, il est chansonnier, il aime divertir la compagnie, et là donc on a tout un art de la raillerie, par exemple, qui se développe avec les Coulanges, d'ailleurs le couple, parce que l'épouse Coulanges a été également une grande épistolière, très très douée. Et oui, on a affaire à ce moment-là à un tout autre ton, d'autres registres, une autre forme d'humour aussi. Oui, parce qu'il y a de l'humour dans cette correspondance-là. La correspondance de Sévigné se lit avec plaisir parce que ça nous tire du sourire, et puis ça nous fait toucher à quelque chose qui est complexe, parce que Nathalie Fredel, vous avez intitulé un de vos ouvrages « La conquête de l'intime », mais dans le même temps, nous sommes entre
le public et le privé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'intime tel que nous pouvons l'entendre par la suite, c'est-à-dire cet intime du 19e siècle dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, les héritières. Absolument, je vous remercie de faire cette mise au point parce que effectivement, quand je dis l'intime, ce n'est pas au sens où souvent on l'entend actuellement, mais c'est pour caractériser cet ensemble ça comprend par exemple aussi la gestion du quotidien, c'est en même temps les relations entre les hommes et les femmes, c'est donc tout ce dont on a parlé autour de l'éducation des enfants, l'économie de la maison, donc oui, ça représente un ensemble très étendu. Mais c'est ça, cette idée d'intime, Cécile Lignereux, ce n'est pas l'intime d'aujourd'hui. L'idée de tendresse aussi, nous l'avons bien compris, ce n'est pas la tendresse d'aujourd'hui. C'est autre chose, mais cette autre chose, là aussi, nous en sommes les héritiers, les héritières, et le succès à travers les siècles de cette correspondance le montre. C'est-à-dire que l'écho que peuvent avoir ces lettres n'est pas simplement adressé à une personne, la comtesse de Grignan par exemple, déjà en son temps, et à travers le temps qui a passé à beaucoup de gens. C'est l'efficacité aussi de quelque chose qui dépasse le XVIIe siècle. Oui, exactement, parce que à travers ces lettres, il y a une certaine forme de sagesse qui s'exprime. On peut parler d'une sagesse conquise, apprise, maîtrisée. Alors, une sagesse qui ne se réduit pas à des questionnements psychologiques. C'est tout un milieu, toute une éducation qui fait que l'on prend soin de la relation à l'autre, aux autres, que ces relations soient épistolaires ou non, d'ailleurs. Et c'est dans cela que les lettres donnent accès à une écriture qui aménage la distance, mais aussi qui sécurise, qui pérennise une harmonie relationnelle, placée sous le signe de la tendresse, oui, qui est un modèle exigeant. Et tout cela s'harmonise entre un art de vivre, un art d'aimer et un art d'écrire. Nathalie Fredel, c'est cette efficacité-là et en écho sans doute aux préoccupations de notre temps, parce que qu'est-ce que nous écrivons aujourd'hui ? Étonnamment, nous sommes dans un monde de l'écriture, qu'il s'agisse des textos, des mails, nous écrivons beaucoup, mais ouais, je vous vois bien, on va pas publier tout ça dans la Pléiade, contrairement à l'œuvre de Sévigné. Oui, alors souvent, lisant Sévigné, en effet, on réalise tout ce qu'on a perdu. C'est-à-dire au niveau de ce loisir communicationnel, si on compare une lettre de Sévigné avec un texto, il y a de quoi vraiment être un peu désespéré. Mais oui, je pense que c'est aussi ça, le plaisir de lecture de Sévigné, c'est de retrouver des modalités d'échange, de partage qui appartiennent à un autre art de vivre, un autre mode de vie, d'autres modes de relation, mais qui nous parlent toujours, en fait. Parce que quelque part, on sait nous aussi, on a besoin de ça, de rester en contact avec ceux qui nous sont chers, par exemple, il y a l'information dont vous parlerez probablement dans une autre émission, mais cette nécessité de recevoir des nouvelles, d'avoir des nouvelles quand on est éloigné, on veut être informé. Donc ce besoin d'information, qui est aussi une mission de l'épistolaire et qui est au centre de la correspondance, c'est quelque chose qu'on ressent, qui est toujours nôtre. Avec ici une émission du cours de l'histoire consacrée à Sévigné et les nouvelles, une observatrice des intrigues de la cour. Oui, parce que comment s'informe-t-on au temps de Sévigné, et surtout que racontent ces lettres, comment ces lettres diffusent simplement de l'actualité au grand siècle? C'est à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Absolument. Alors, la mission informative, elle est centrale dans cette correspondance. Au XVIIe siècle, on a les débuts de la presse, mais c'est vraiment une presse un peu à la botte du pouvoir. Donc dans la Gazette ou dans le Mercure Galant, on a des informations. Mais ce qu'apporte Sévigné, c'est ce qu'on ne trouve dans aucune gazette. C'est-à-dire qu'elle va s'attacher à un événement, et parfois c'est un événement qui pourrait passer inaperçu, par exemple je pense au suicide de Vatel, et elle en fait à travers une relation, souvent elle va à la source, elle va chercher des informations,
elle en fait quelque chose de, enfin, un événement. En fait. Oui, c'est ça, hein, ce maître d'hôtel français. Enfin, on le résume à cuisinier, alors que c'est quand même rien du tout. C'était le maître d'hôtel, oui. Le maître d'hôtel, voilà, de Condé. De Condé, qui ne supporte pas d'avoir loupé une réception et qui met fin à ses jours avec tout cela qui transparaît à l'intérieur de ces lettres. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire, parce que nous avons besoin ici de porter un regard autre sur cette correspondance, la replacer dans son temps, dans son siècle, et c'est pourquoi la rhétorique de la requête que vous avez co-dirigée, Cécile Lignereux, ou les rituels épistolaires, les deux ouvrages publiés chez Classique Garnier, sont utiles pour replacer un petit peu cette correspondance en son temps. Et Nathalie Fredel, je rappelle le titre de vos ouvrages, La conquête de l'intime. On a bien saisi que l'intime, c'est pas l'intime comme on l'entend aujourd'hui, et Sévigné dans le cercle des femmes, parce que ici nous avons un ouvrage qui nous permet de comprendre comment ces femmes-là étaient en lien pour travailler. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et prochain épisode dans le cours de l'histoire, Sévigné et les nouvelles, une observatrice des intrigues de la cour et des troubles politiques. Cette forêt conduit jusqu'aux rives de la Loire, à une place où un esquif peut facilement accoster. Idéal pour le cas où il vous faudrait fuir. Fuir ? La rumeur dit que quelque chose se trame contre vous. Ces jours derniers est arrivée à Nantes une sombre berline qu'il serait question d'équiper de grilles de fer. Une prison roulante. Eh bien, qu'elle roule. Ça n'est pas moi qu'elle emportera. Qui alors ? Qui alors ? C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Anthony Thomasson, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Luce Mourant et Jeanne Delecroix. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.